Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Après être passé à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, puis étudier la géopolitique à l'université hébraïque de Jérusalem, pour enfin faire un troisième cycle à Sciences Po Paris, mon invité a enseigné à l'Institut des langues et civilisations orientales. Elle est ensuite rentrée aux éditions Stock avant de devenir directrice littéraire chez Flammarion, puis directrice éditoriale des éditions Fayard. En 2018, elle prend la direction des éditions Plomb Presse de la Renaissance avant d'être nommée en 2020 directrice générale des éditions Robert Laffont. Vous l'aurez compris, mon invitée aujourd'hui est une amoureuse des mots, une amoureuse des livres. J'ai la joie et le privilège de recevoir Madame Sophie Charnavel. Sophie Charnavel, Merci. bonjour, bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup Soyez la bienvenue. pour cette belle présentation. Non, Ça mais- fait tout bizarre, on se dit ah bah oui, on a fait 2-3 trucs en fait. Non, merci à vous. Et je voudrais commencer par une citation de Marguerite Yourcenar, qui, pour se présenter, souligne, je la cite, « Je suis une, mais des multiples sont en moi ». Et vous, Sophie Charnavel, qui êtes-vous ? Des multiples aussi. Moi je fais un métier, ce que vous disiez, qui est un métier de passion, qui est un métier que j'adore, qui est un métier difficile aussi, puisqu'on passe aussi beaucoup de temps à refuser des textes, à frustrer des auteurs, des interlocuteurs, à porter des choses, à avoir des coups de cœur qui, des fois heureusement, il y a l'état de grâce et qui trouve un public, et puis malheureusement, des fois, on n'arrive pas à transformer tout ça. Donc c'est beaucoup d'énergie. C'est aussi entraîner une équipe dans cette énergie-là avec des métiers très différents pour essayer de faire connaître un auteur, une œuvre au plus grand nombre. Donc c'est vrai qu'il y a en moi, en tout cas essentiellement, l'éditrice que je suis, puisque j'ai commencé vraiment comme éditrice à travailler sur les textes avec les auteurs et puis vraiment dans la recherche de projets aussi, d'aller convaincre des auteurs de venir faire des livres avec moi, et puis à mesure de la vie dans des fonctions aussi de direction et d'entraînement d'équipe. Donc c'est deux parties en tout cas. Après il y en a plein d'autres, mais en tout cas c'est ces deux parties-là qui sont les plus vivantes. Et quelle définition donnez-vous d'un livre ? Ouh là là. Qu'est-ce qu'un livre ? C'est un livre, pour moi, c'est vraiment, et c'est ce qui est absolument passionnant, c'est un objet, c'est-à-dire qu'on est des artisans. Il y a plein de métiers dans lesquels on parle du contenu, on est des créateurs de contenu. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le texte, si tout ça est dématérialisé, moi je continuerai à faire ce métier. Oui. Néanmoins, il y a ce truc extrêmement artisanal. Moi je viens d'un milieu de paysans, de Haute-Savoie, où à un moment donné l'objet, j'avais des grands-parents un grand-père qui était ébéniste, donc l'objet réel, le bois, ça existe. Et là, ce qui est magnifique dans ce métier, c'est qu'on est dans un métier qui est extrêmement intellectuel, beaucoup de choses se passent dans la tête, mais à la fin, ou au début, ça dépend. C'est ça. Il y a un objet qui est un livre, avec évidemment des feuilles, une odeur, un toucher particulier. Et oui, il y a cet attachement aussi à l'objet. J'aime beaucoup parce que vous avez commencé votre réponse par un oulala. Et en fait, c'est très difficile de définir un livre. Et Marguerite Duras souligne, on lui avait posé la question de savoir ce qu'était un livre. Et elle soulignait que je ne sais pas ce qu'est un livre, personne ne le sait. Mais on sait quand il y en a un. Et quand il n'y a rien, on le sait, comme on sait qu'on n'est pas encore mort. Autrement dit, finalement, c'est vrai qu'un livre, c'est à la fois un objet, c'est à la fois, vous parlez du goût, de l'odeur, finalement, du toucher, et un livre se construit. On construit un livre, on construit des mots. Mais c'est Victor Hugo qui souligne qu'un livre est un engrenage. Et alors, quelle est la part de liberté, finalement, que nous avons, soit en construisant un livre, étape par étape, soit en le lisant? En fait, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a la construction de l'œuvre, de l'objet, et puis il y a sa réception.
Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, un livre peut exister chez une personne parce que va résonner en vous des thématiques, vous allez être touché. Et du coup, tout d'un coup, ce livre, quand vous allez le voir dans la bibliothèque, il va vous rappeler un chagrin d'amour, une magnifique période. Il va vous rappeler une éclosion intellectuelle ou quelque chose. Donc il va exister de manière hyper forte, tout comme un autre livre, parce qu'il ne vous a absolument pas touché ou parce que ça ne vous intéresse pas, il ne va pas exister. Donc en effet, il peut exister ou pas pour le lecteur en fonction de son rapport intime avec le livre. Quant à sa construction, là c'est autre chose. C'est-à-dire que là on rentre dans un mécanisme qui est à la fois totalement artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois où on fait les choses de la même manière, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le même moule, quelque chose, et en même temps très technique, et en fait où se mélange un savoir-faire qui est extrêmement fort, c'est-à-dire que nombre de fois où c'est très compliqué pour les gens de comprendre c'est quoi le métier d'éditeur, c'est-à-dire qu'il y a une caricature, je pense qu'il y a quelqu'un derrière son bureau qui regarde des trucs, qui dit ça oui, ça non. En fait c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec des équipes, on essaye de réfléchir à la meilleure couverture avec un studio graphique qui va donner aussi son habillage au livre. C'est-à-dire que si vous passez en librairie, pourquoi en fait une couverture de livre va vous attirer et une autre pas? Donc ça commence là, la rencontre elle commence avec le visuel et avec à quoi ça ressemble. Et puis évidemment des éditeurs qui travaillent sur le texte et puis tout un service de communication qui se dit ok, on a ce texte-là, on a cet auteur-là, comment on fait pour le faire exister dans les médias le plus possible? Et en amont des services commerciaux qui vont travailler avec les libraires, avec les représentants, pour essayer de faire émerger et faire en sorte que ce livre il soit sur les tables des librairies, parce que c'est pas si évident que ça. C'est ça, mais alors vous dites, nous faisons exister un livre, mais en contrepartie, est-ce qu'un livre vous fait exister? Un livre vous fait être? Autrement dit, un livre est-il votre miroir ou un miroir? Totalement. C'est-à-dire qu'une maison d'édition, des éditeurs, on peut communiquer tout ce qu'on veut en disant que on est moderne, on est ceci, on est cela. En fait, la vérité, c'est que c'est nos livres, les livres qu'on décide de publier, qu'on va lancer, qu'on va appuyer, qui vont eux définir ce qu'on est. Et en fait, c'est par notre production qu'on va définir ce qu'est l'éditeur ou la maison d'édition. C'est pas dans le sens inverse, c'est aussi la somme de nos choix qui fait l'existence d'une maison, d'un éditeur, etc. Mais qu'est-ce qui vous happe? Vous dites, c'est vrai que vous avez un métier assez frustrant pour celles et ceux qui vous proposent des textes, parce que bon, il y a beaucoup plus parfois de négation que de côté positif. Mais un texte, en quoi vous appelle-t-il? Autrement dit, est-ce que quand vous acceptez un texte, vous répondez, comment dirais-je, à une attente de futurs lecteurs? Une attente de la société? En fait, ça dépend vraiment du secteur dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que travailler en littérature française, étrangère, en fiction, en non-fiction, dans le domaine santé, pratique, jeunesse, on ne répond pas à la même chose. C'est là où il faut être un petit peu multiple. Moi, je pense que quand même, à un moment, en tout cas me concernant, la base, c'est l'émotion. C'est-à-dire, je ressens une émotion quand je vais lire un projet de texte, un pitch. En fait, je vais me dire, il se passe un truc en moi. S'il se passe rien, et ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, mais en tout cas, moi, je ne vais pas y aller. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce métier. Donc en fait, c'est une conjugaison, une espèce d'intuition et de ressenti, et en même temps, d'une connaissance d'un marché. En effet, par exemple, les enquêtes, savoir quels sont les sujets qui peuvent faire que ça entre en résonance avec la société. Oui, en tout cas, c'est mon métier de savoir à peu près quels sont les sujets où quoi qu'il se passe, il ne se passera rien. Donc en fait, c'est un mélange entre en effet un ressenti fort, une intuition sur le bon auteur, à la bonne place, qui est légitime, etc. Donc des choses extrêmement concrètes liées à une analyse et une connaissance et un savoir-faire. Et en même temps, à un moment donné, des choses un petit peu plus irrationnelles d'intuition et d'émotion. Il y a un côté subjectif quand même alors, non? Parce que... Complètement. Oui. Complètement, et c'est bien pour ça qu'il y a, moi je dis toujours à des auteurs auxquels je refuse un texte ou une publication, je leur dis en fait ce que je vous dis là, ça m'est personnel. Un autre éditeur va vous dire quelque chose de différent. Oui. Et c'est pour ça il n'y a pas de vérité absolue. Et un éditeur et un auteur, ils se choisissent. C'est un choix mutuel.
Et des fois, un auteur aussi génial soit-il, ou un éditeur. En fait, c'est l'alchimie des deux. C'est cette confiance réciproque, parce qu'à un moment, il faut que l'auteur ait une confiance totale dans son éditeur, qui fait que ça marche. D'accord. Sophie Charnavel, vous avez une bibliothèque ici. Quelle définition donnez-vous de la bibliothèque? C'est la somme. C'est comme entre la recette de cuisine et puis c'est le mur porteur sur lequel on peut s'appuyer. C'est le mur constitué de, là en l'occurrence, de briques qui sont les livres, qui vont constituer la palette de votre univers mental, littéraire, etc. Pour moi, c'est ça. C'est une espèce de socle vertical sur lequel on s'appuie. Alors, est-ce qu'une bibliothèque aussi, c'est une chronologie historique? C'est de l'histoire. Oui, totalement. En tout cas, de l'histoire personnelle. Oui, c'est ça. C'est des carrefours, finalement, de... Et, enfin, je pense qu'on a tous dans nos bibliothèques des lectures qu'on a fait justement adolescents, même des livres d'enfance qu'on garde. Moi, je garde très peu d'objets. Je ne suis pas du tout attachée aux objets. Néanmoins, j'ai un livre que me lisait ma grand-mère petite, et je garde ce livre-là. Donc, et à mesure de voilà, son avancement dans le temps, on se constitue en fait un patrimoine littéraire au sens très large du terme. Et donc évidemment que c'est une histoire personnelle, cette bibliothèque. Maître Eckhart souligne, Sophie Charnavel, Maître Eckhart souligne que toute créature est pleine de Dieu et est un livre. Autrement dit, une personne est-elle un livre, selon vous? C'est un livre, alors est-ce que c'est un livre à ciel ouvert? Ça, on n'est pas sûr. Voilà, c'est ça. En tout cas, et oui, il est constitué. D'ailleurs, il y a toutes ces images-là où on dit j'ai tourné la page, que je suis passée à autre chose, un chapitre de sa vie. Donc, oui, on peut complètement comparer notre vie à un livre. Après, le principe, c'est un livre, là, il est fini, il est constitué. Oui. Nous, c'est un petit peu, c'est un livre qui est en train de se constituer à mesure qu'on vit et qu'on se lève tous les matins. Donc toute une vie, finalement, oui, toute vie est une page d'un livre que l'on tourne et qu'on ne sait finalement pas quand va-t-elle s'arrêter. Exactement. Et le livre a-t-il une dimension, pour reprendre Maître Eckhart sur le, il dit une personne est pleine de Dieu, un livre, tout livre, a-t-il une dimension métaphysique? Je suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les livres. D'accord. Mais en tout cas, oui, je pense qu'une bonne part a cette dimension-là, ne serait-ce que dans sa capacité de raisonner avec notre histoire personnelle. C'est-à-dire que il y a plein de livres qui racontent des histoires absolument improbables, de choses qui ne vous sont absolument pas arrivées, et pourtant, quand vous lisez ce livre-là, ça pourrait être votre histoire. Donc en fait, ces fils qui se tissent entre le livre et vous, c'est quasiment... combien de fois on lit un livre, on se dit ah, mais c'est dingue, j'ai ressenti ça, alors que l'histoire n'est pas du tout la même, qu'on ne connaît pas cet auteur, que c'est une autre période historique. Donc oui, les fils, ils sont assez magiques. Oui, mais dans un livre, et tout livre est constitué de phrases, toute phrase est constituée de mots. Vous avez étudié les langues, vous avez étudié les mots. Quelle est la force d'un mot? Il est immense. On voit bien comment, même dans vos histoires personnelles, oui. Un seul mot peut faire basculer une vie, une histoire, peut résonner à des endroits qui vous étaient inconnus. Donc cette force-là. Mais en fait, le mot, tout comme le livre, il est le support. En fait, il n'est qu'un support. C'est-à-dire un mot peut ne pas exister, tout comme un livre, on le disait tout à l'heure, tout comme il peut avoir une résonance incroyable. Donc en fait, il est un outil et un support à quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur. Parce qu'un mot, finalement, on peut se tromper. Schopenhauer souligne qu'un mot de trop détruit souvent une intervention. Un mot de trop. Quel est, selon vous, cet équilibre qu'il faut avoir entre ce que je pense et au moment où je l'écris, ou au moment où je le dis de manière orale? C'est le talent des écrivains. C'est-à-dire que ça, on dit, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est écrivain ou ne l'est pas? Alors là, magie de... C'est la question que j'allais vous poser par la suite. C'est la magie, c'est-à-dire que
vous allez lire l'histoire d'une petite fille qui s'est perdue dans la forêt. En fait, que quelqu'un l'écrive ou que quelqu'un d'autre l'écrive, il y a un texte qui va être de la littérature et puis l'autre qui va être rien, en fait. Enfin, en tout cas, juste l'histoire de cette petite fille qui s'est perdue dans la forêt. Donc ça, c'est la magie. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas. Et pour moi, c'est l'émotion que ça va dégager. C'est-à-dire, vous lisez le truc et vous êtes happé. Il m'est arrivé, il y a un mois, j'ai une de mes éditrices qui m'envoie un texte qu'on publie en rentrée littéraire. Elle m'envoie le texte, voilà, comme j'en sois plein. On est le samedi matin, je suis chez moi, dans le silence, mes enfants dorment, donc je ne mets pas encore la radio. Et j'ouvre mes mails, je commence à regarder, et j'ouvre ce fichier-là. Enfin voilà, en me disant, je ne lis pas toute la production, Oui. on publie 220 livres par an, je ne publie pas tout. Et je ne pensais pas forcément à ce moment-là lire ce livre-là. Et j'ouvre le fichier. En plus, j'aime pas lire sur ordinateur, je fais tout imprimer, ce qu'est l'enfer pour tout le monde. Et voilà, là, je suis sur mon ordinateur, j'ouvre. Et en fait, j'ai été happée par les premiers mots et je n'ai pas pu relâcher le texte. Et donc, le texte m'a recraché à 11h45. Et donc, j'avais lu le texte dans un espèce de moment de grâce, dans le silence, le café du samedi matin. Et c'est magique. C'était divin, quoi. Ah non, mais c'était absolument magique. Donc, oui, c'est la force de ces premiers mots qui me chopent comme ça et qui ne me lâchent pas. Et vous est-il arrivé de demander, en tout cas de conseiller à quelques de vos auteurs de changer, de remplacer des mots par d'autres? Oui, on travaille. Enfin, ça nous arrive évidemment beaucoup de travailler sur la structure, sur ne serait-ce que dans un texte, il y a forcément des redites. Donc, on va souligner aussi le fait que si sur une page, on a 4 fois le même mot, on se dit, c'est peut-être 3 fois de trop. Donc, du coup, on va pas forcément nous intervenir en tout cas, après, les éditeurs travaillent différemment, hein, certains C'est ça. beaucoup avec le stylo. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas faire la modification moi-même, mais à souligner l'endroit où il faudrait faire une modification, et je considère que c'est à eux de mettre leurs propres mots dessus. En fait, moi, mon travail, il va être plutôt un travail de pointer les choses, me dire, ah bah tiens, là, ça fonctionne pas tout à fait, là, peut-être qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis la première lectrice. Et souvent, je fais 2 lectures. Je fais une première lecture qui est une lecture sans stylo, sans rien, qui est vraiment où je me laisse aller à mon émotion et au ressenti. Et du coup, dans une lecture globale, où je vais pouvoir faire un retour à l'auteur qui est vraiment de ce que j'ai senti, mais la première partie, elle est peut-être un peu moins forte que la deuxième. Et là, j'ai l'impression qu'on perd un peu ce personnage. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de à quel endroit ça se passe, mais avoir ce sentiment-là de... Vous savez, le ressenti qu'on a quand on ferme un livre. Et puis, une deuxième fois où là, je prends un stylo et là, je commence à travailler sur du ligne à ligne. La syntaxe, peut-être. Oui. Alors, non, parce que la syntaxe, c'est pas moi qui m'en occupe. Je suis complètement dyslexique, donc je suis vraiment très nulle en orthographe. Ah, c'est énorme, ça. Ouais. Non, c'est une catastrophe. Et puis, au-delà de ça, voilà. Après, moi, j'ai des éditrices ou des éditeurs avec lesquels je travaille et qui vont refaire un travail après moi avec l'auteur sur justement un autre niveau de lecture. Et puis, vous savez, c'est comme on passe le petit papier qui ponce une fois, 2 fois, jusqu'à que ce soit vraiment que le mur il soit absolument parfait. Mais d'une certaine manière, est-ce que remplacer un mot ou le modifier, comment remplacer sans trahir? C'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à dire à l'auteur, là peut-être que c'est pas idéal, là peut-être que ça coince, et en fait c'est l'auteur qui tout seul. D'accord. Pour moi c'est plus peut-être pointer l'endroit où peut-être qu'il peut aller plus loin, parce que même pour un auteur écrire 300, 400 pages, c'est un truc de dingue. Donc il y a évidemment des moments où il y a des petits coups de mou, il y a des petits voilà, donc c'est juste dire tiens, peut-être à cet endroit-là, on peut peut-être faire un tout petit peu mieux. Et puis des fois, c'est pas le cas. Des fois, l'auteur, il va me dire, non, là, je pense que c'est parfait comme ça. Ok, c'est parfait comme ça, c'est très bien. D'accord. Mais voilà, je suis là pour qu'elle puisse aller le plus loin possible. Alors, Sophie Charnavel, à l'ère du numérique, je m'occupe beaucoup de jeunes, d'étudiants dans mon travail. Tout d'abord, quel regard avez-vous sur la jeunesse aujourd'hui
dans son rapport au livre. Est-ce que vous voyez une diminution du nombre de lecteurs jeunes, ou au contraire, vous voyez, après le Covid, en passant par le Covid, que les jeunes se sont remis à lire? Je suis d'une nature extrêmement optimiste, ce qui n'est pas courant dans le métier. Donc, j'ai plutôt tendance à voir les bonnes nouvelles que les mauvaises. Évidemment, aujourd'hui, et le sujet n'est pas tellement que les jeunes. Évidemment, les jeunes parce que les téléphones, pardon, mais nous aussi. Hein. C'est-à-dire combien de fois on se retrouve le soir à regarder Instagram, Twitter, nos mails, etc. On est pris dans un vortex. Et en fait, il s'est passé 3 quarts d'heure dans le meilleur des cas. Et on se dit, je n'ai rien fait de ce temps-là. Donc, je trouve que c'est un peu facile de dire, les jeunes, bande d'inconséquents. Enfin, nous, c'est pareil. En fait, nos concurrents aujourd'hui, c'est les autres formes de divertissement qui sont les plateformes, etc. Dans un truc qui... Oui, il faut faire un effort pour lire un livre. Moi, je ne dis pas le contraire. Donc, oui, évidemment, il y a ce truc-là. Après, moi, je suis quand même très étonnée, dans le bon sens du terme, de la vivacité de la jeunesse à s'emparer de livres. Nous, on a, par exemple, des livres de poésie de Rupi Kaur, qui est une auteure qui fait de la poésie un peu féministe et engagée, mais ça se vend et c'est exigeant. Je veux dire, c'est de la poésie et en fait, c'est des jeunes qui achètent ça et qui le lisent. Moi, je trouve ça assez magique. C'est passionnant ce que vous dites, mais alors, qu'est-ce que ça traduit? Alors moi, je pense que le livre n'est pas du tout mort. L'objet livre, par exemple, alors à la surprise absolument de tout le monde, TikTok, donc où tout le monde dit non mais c'est un truc de dégénéré avec des vidéos débiles qui durent 3 secondes, c'est un prescripteur de livres pour les jeunes absolument dingue, que jamais ni Instagram ni Facebook ont été. C'est-à-dire que tout le monde a tout essayé. Et en fait, sur TikTok, il y a... Nous, par exemple, on a un livre dans la maison qu'on avait vendu à 5000 exemplaires, ce qui n'était pas fou, correct, mais pas fou. Et puis, on le réimprimait assez régulièrement. Les directrices commerciales me disent, mais tu sais, Sophie, ça fait 5 fois que je le réimprime, là, on l'a réimprimé quand même beaucoup. Et on ne comprenait pas d'où ça venait. Donc, on a regardé, on s'est dit, bon, il y a peut-être une série Netflix sur le livre, bon... Et en fait, un jour, on a appris qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo parlant avec ce bouquin-là, genre hyper ému. Et en fait, le truc était devenu viral, était arrivé jusqu'en France, et on a vendu 100 000 exemplaires de ce livre-là, qui est le livre d'Adam Silvera. Donc, moi, je suis assez bluffée, c'est-à-dire on dit, ok, les jeunes ont une capacité de concentration de 3 secondes, etc. En attendant, ils achètent des livres, et ils les lisent. Parce que les adultes, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des livres, mais qui ne les lisent pas forcément. Ça fait très joli sur la table basse, pour autant, ils ne les lisent pas. Et chez les jeunes, il y a cette sincérité, ce truc-là que... Donc, vous pensez que les jeunes lisent beaucoup plus de livres papier que de livres numériques? Ouais, ils se mettent pas mal aussi aux livres audio. C'est-à-dire qu'ils écoutent aussi des livres. Oui, moi je pense pas qu'ils sont forcément sur Kindle ou sur... en tout cas, l'achat de livres papier, c'est un réflexe qu'ils ont. Vous préférez avoir un livre papier pour le noter, pour l'annoter quand vous lisez, ou est-ce que le fait, est-ce que vous préférez en fait un livre audio, un livre numérique ou un livre papier? Alors, en vrai, je ne suis pas du tout encore passée au livre audio. C'est ma prochaine étape. Mais je n'y suis pas. Alors que je suis sûre que c'est absolument formidable, mais je n'ai pas encore passé ce cap-là. Le livre, moi, si c'est dématérialisé, j'y arrive pas. Mais vraiment, c'est mon cerveau, il s'approprie pas du tout le truc. Donc moi, j'ai vraiment physiquement besoin du papier. Mais tout le monde est différent, donc je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que moi, je sais que quand je lis à l'écran, ça s'imprime. Ouais, ça ne s'imprime pas. Mais moi, par exemple, j'ai un agenda papier. Je suis incapable de prendre mes rendez-vous, ce qui est le drame de tout le monde parce que c'est très pratique, Outlook et machin truc. Mais sauf que moi, je suis incapable de ça. Donc moi, j'ai un rapport très physique et très papier à la littérature. Oui, et alors, est-ce que vous pensez finalement qu'un livre, on entend cette expression parfois, c'est un bon ou un mauvais livre. Comment expliquez-vous finalement ce qualificatif? Pour vous, qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais livre?
C'est un qualificatif que je ne comprends pas. Ben voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, je le comprends pas parce qu'en fait, c'est un jugement de valeur d'un point de vue, mais en fait, on le sait, les livres, la littérature, c'est subjectif. Ce qui va vous faire du bien à vous ne va pas forcément me faire du bien à moi, et inversement. Donc dire, bah, ça c'est bien pour toi, bah, vous faites pardon, mais t'es qui en fait? Donc après, critique littéraire, leur travail c'est de dire, j'ai aimé ce livre-là, et voilà pourquoi il m'a plu. Donc ça, c'est ok, la plupart des gens le font comme ça. Et la plupart des critiques littéraires et des journalistes l'expriment comme ça. Un bon et un mauvais livre, voilà, on peut aimer ou pas un livre, mais dire qu'il est bon ou mauvais, je comprends pas en fait. Et comment expliquez-vous, Sophie Charnavel, le fait que les grands auteurs de l'histoire, d'une certaine manière, reviennent à la mode? C'est-à-dire que de plus en plus des jeunes et des étudiants que je vois me disent souvent j'ai relu du Victor Hugo, du Chateaubriand, Finalement, pourquoi, à votre Mais parce avis? que, alors, c'est la force de la littérature, c'est que c'est hyper moderne. Moi, à chaque fois que je sais plus trop quoi lire, je prends un Stéphane Zweig. En fait, vous lisez ça et vous dites, mais c'est super moderne. Et puis c'est très beau. Donc je pense que c'est comme la musique, c'est-à-dire qu'on peut écouter du rap écouter le Requiem de Mozart. En fait, les deux ne sont pas incompatibles. Et je pense que les mêmes peuvent lire Chateaubriand et en même temps lire Adam Silvera ou d'autres. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusif. En fait, ce qui compte, c'est de partir. C'est-à-dire quand vous avez un bouquin et que d'un coup vous êtes ailleurs, que ce soit du polar, que ce soit du young adult, que ce soit... Moi, je me souviens, à l'époque, c'était très drôle. Quand Gallimard, tout le monde a oublié, mais quand Gallimard sort Harry Potter, il y a plein de gens qui sont intervenus en disant mais c'est un scandale. Non mais les jeunes ne lisent plus rien, c'est n'importe quoi, c'est pas de la littérature, ils devraient lire des classiques. Ce qui est aujourd'hui le sketch sur le manga. Oui. Non mais c'est un scandale, ils lisent que de la BD, du manga. Mais en fait ça n'a aucune importance. S'ils ont ce ressenti-là, à un moment donné, de prendre cet objet, de l'ouvrir et de partir dans cet imaginaire-là, d'adhérer à ces histoires, mais super. Ça, oui. Donc et maintenant tout le monde considère que Harry Potter c'est un classique. Ce qui est vrai, c'est fantastique. Oui. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Ah oui. Donc finalement, il faut toujours, à votre avis, il faut toujours avoir une longueur d'avance quand vous publiez un livre? En tout cas, je pense qu'il faut se fermer à rien. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut essayer, c'est pas toujours facile, de pas être sur les rails qui vous sont assignés. Puis, en fait, c'est un truc... par exemple, nous, quand on va présenter un livre à nos forces commerciales, ils ont besoin de référents. Donc tout de suite, on va dire, ah bah oui, mais ça ressemble à ça, mixe ça, ok. Mais en fait, les vrais grands succès en littérature, ils viennent de nulle part. C'est des trucs qui n'ont pas de référents. Donc voilà, il faut à la fois être pragmatique, essayer de donner des outils aux forces commerciales, et en même temps, à un moment donné, écouter autre chose que ça. C'est ça. Sophie Charnavel, l'interview va bientôt s'achever. J'ai quand même une question, deux dernières questions. Qu'est-ce qu'un écrivain? Qu'est-ce qu'un écrivain? Est-ce qu'un écrivain, c'est celui qui est publié? Ah non, je crois pas. Non, je pense que vous pouvez être un écrivain déjà et ne pas vouloir être publié, ne pas avoir cette envie ou ne pas trouver l'endroit dans lequel c'est possible. Je pense que être publié n'est pas la garantie. Et à l'inverse, c'est des gens qui sont publiés et qui ne sont pas forcément des écrivains. Chez nous, évidemment, mais voilà. Donc, non, je pense que être publié n'est pas qu'est-ce qu'être un écrivain? Je pense que c'est vraiment une expression artistique, une expression, une force créatrice qui passe par l'écriture et les mots. Faut-il avoir, pour reprendre Bergson, un élan créateur en soi? Pour écrire? Pour écrire. Ah ouais, c'est évident. Donc c'est un talent. Donc tout le monde ne l'a pas. Bien sûr. Vous pouvez... Enfin, tout le monde peut écrire. Tout le monde peut se mettre devant une feuille et écrire. Tout le monde n'a pas du tout le talent de l'écrivain. C'est-à-dire, être auteur et être écrivain, c'est pas la même chose. Donc, évidemment, c'est une espèce de grâce. Sophie Charnavel, dernière question. Êtes-vous heureuse? Je suis extrêmement heureuse.
Magnifique, magnifique. Merci de m'avoir reçu. Avec Vraiment, grand plaisir. merci de m'avoir reçu, de ces quelques minutes de réflexion sur le livre. Et je voudrais terminer par une citation qui, à mon sens, caractérise beaucoup votre travail et la personne que vous êtes. Elle est de Victor Hugo, qui souligne « La lumière est dans le livre, ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire tout ce qu'il a à faire en vous. » Merci Magnifique. Sophie Merci, de m'avoir Bruno. reçu et merci de votre rayonnement à travers le livre et votre rayonnement de votre personne. Merci de m'avoir reçu et bon courage pour la suite. Merci de nous permettre de continuer à lire et d'être, je dirais, la créatrice des nouveaux talents de demain. Merci beaucoup. Les amis, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.